Alors, parler après Ali, c'est un challenge. Et présenter avec avancé, mais c'est un défi. Je vais essayer de relever et le challenge et le défi. On peut de temps. Voilà. Alors, les macrolides, bon, c'est des vieilles molécules. Hein. Ça date des années 50. C'était l'érythromycine qui est utilisée en clinique depuis les années 50. Et puis, les années 80 ont vu une deuxième génération de macrolides. C'est la révolution macrolienne. Macrodilienne. Parce qu'il y a eu la clarithromycine, la roxythromycine et l'azithromycine qui, c'est un lapsus révélateur. Amélioration de la propriété pharmacocinétique, de leur tolérance et de leur administration. Alors ça, c'est l'érythromycine, la clarithromycine, ça c'est pour les chimistes. Hein. Ces macrolides restent indiqués dans les infections des voies respiratoires, les maladies sexuellement transmissibles, les infections gastro-intestinales, ce qui les maintient parmi les classes d'antibiotiques les plus fréquemment prescrites de par le monde. Donc c'est au quotidien qu'on utilise ces macrolides. Alors les macrolides dans l'asthme, en fait, vous allez voir que j'ai presque le même cheminement que Ali, avec quelques plaques qu'on se partage sans faire exprès. Hein. Pourquoi les macrolides dans l'asthme? Pourquoi pas d'autres antibiotiques? Est-ce que les macrolides sont efficaces dans l'asthme? Quelles précautions devrons-nous prendre quand on utilise des macrolides dans l'asthme au long cours? Quand est-ce qu'on va donner les macrolides dans l'asthme? Et comment prescrire les macrolides dans l'asthme? Donc toutes ces questions, je vais essayer d'y répondre, mais rapidement, ne vous inquiétez pas. Alors pourquoi les macrolides dans l'asthme? L'asthme est une maladie inflammatoire, on le sait, on l'a défini depuis toujours, et puis on s'est rendu compte que les macrolides auraient des propriétés immunomodulatrices, des propriétés anti-inflammatoires. Donc on s'est dit pourquoi pas. C'était, on a parlé, c'est avec Ali hier on a parlé, hein. Donc cette étude japonaise de 87 sur la bronchiolite diffuse, qu'ils ont trouvé que l'érythromycine à faible dose, 400-600 mg quotidien, à long terme, supprimait les symptômes. Et le taux de mortalité de cette maladie passait de 90 à 10% à 10 ans après que l'érythromycine soit devenue traitement standard. On s'était posé la question, est-ce que c'était l'effet antibiotique des macrolides? En fait, non, parce que ces patients sont généralement infectés par le pseudomonas qui est résistant aux macrolides, et les taux étaient bas, étaient sensiblement au-dessus du seuil antibactérien. Et de là, on a commencé à s'intéresser à l'effet anti-inflammatoire des macrolides. Donc, alors on a essayé même ça dans la myocardie, dans le rejet des greffes, mais en pathologie respiratoire, notamment dans la mucoviscidose, les dilations des bronches, la BPCO, l'asthme, on va y revenir, la pneumonie organisée cryptogénique, la rhinosinusiite et les bronchiolites oblitérantes. La deuxième cause, c'est que l'asthme est souvent virus-induit, notamment chez l'enfant, et les macrolides auraient une activité antivirale. Donc ça, c'est pourquoi, après l'effet anti-inflammatoire, il y a aussi l'effet antiviral des macrolides qui pourrait peut-être agir sur l'asthme virus-induit. Alors, beaucoup d'études ont montré qu'il y avait un effet antiviral des macrolides dans la grippe A, dans le flavivirus Zika, l'Ebola, l'entérovirus. La clarithromycine aussi réduirait la mortalité chez les patients âgés atteints de grippe H2N2. L'azithromycine, la spiramycine auraient un certain effet contre l'entérovirus responsable de la maladie pied-main-bouche chez les jeunes enfants. Et puis, bien sûr, c'est dans les rhinovirus où il y a eu les plus grandes études. Pourquoi? Parce que les exacerbations respiratoires sont déclenchées par les infections virales, souvent les rhinovirus. Et l'azithromycine in vitro réduirait la réplication et la libération du rhinovirus. Cette découverte était reproduite chez des patients atteints de mucoviscidose ou de T-1, où le traitement à l'azithromycine a de nouveau entraîné une réduction de 7 à 9 fois l'expression virale. Et puis le coronavirus. Donc le coronavirus, ça a été utilisé
dans le MERS-CoV, donc dans les années 2006-2007, c'est ça, hein, sans preuve de base clinique. Et l'azithromycine a été associée à une réduction 8 fois de la charge virale nasale. 2007 Non, 2007. Le MERS. Le MERS, il a flambé en 2015-2017. Ah, 2015. Oui, voilà. Donc l'utilisation de l'azithromycine a été associée à une réduction 8 fois de la charge virale d'alpha coronavirus et de bêta coronavirus. Et puis le Covid-19, je vais passer rapidement parce que là, je sais qu'il y a beaucoup de controverses. Mais le grand essai Recovery n'a trouvé aucun avantage de l'azithromycine, mais ça a été aussi essayé. Zohaï en a pris, moi j'en ai pris. On s'en souvient bien quand on était malade. Donc, dans le Covid-19. Et puis, la troisième cause qui a fait qu'on essaye les macrolides dans l'asthme, c'est que des études ont montré que la gravité de l'asthme pouvait être secondaire à une colonisation par chlamydia, par mycoplasme pneumoniae, et que là, c'était l'activité antibiotique des macrolides qui améliorait l'asthme. Donc, vous voyez, action anti-inflammatoire, action antivirale et action antibiotique, et ça, c'était très séduisant pour essayer de donner ce médicament dans la maladie asthmatique. Regardez. Donc, beaucoup d'entre vous savent que je suis daltonien, donc j'ai mis le code couleur en vert, mécanismes antiviraux, et en violet, mécanismes immunomodulateurs des macrolides. Beaucoup d'études ont été faites. Une conférence, à elle toute seule, ne suffirait pas à voir toutes ces études-là sur l'effet des macrolides, mais ils ont été énormément étudiés, et voyez là où ça agit un peu partout. Alors ça, c'était pourquoi. Maintenant, est-ce qu'ils sont efficaces, les macrolides, dans l'asthme? Alors, il y avait beaucoup d'études, énormément d'études qui ont été faites sur les macrolides dans l'asthme, mais on va s'intéresser à trois publications. D'abord, cette méta-analyse qui est allée voir de 1993 à 2013 toutes les études randomisées qui ont utilisé le macrolide dans l'asthme, prolongé de plus de 3 semaines. Et la durée sur ces études variait entre 3 et 26 semaines. En fait, 12 études ont été retenues. Il y avait 2 études pédiatriques et les autres études étaient chez l'adulte. Et là, en partant de la revue de la bibliographie, il était parti de 553 études. En fin de compte, ils ont retenu 228. Et après, en fin de compte, ce n'était que, là c'est une faute de frappe, 12 études qui ont été retenues pour voir un peu l'effet des macrolides dans l'asthme. Alors voilà les résultats. Comme l'a dit Ali tout à l'heure, on sait que le VMS n'est pas un marqueur de l'inflammation. Donc, sur le VMS, il n'y avait pas d'effet. Par contre, il y avait un effet des macrolides sur le débit de pointe dans cette méta-analyse. Un effet sur la qualité de vie, ce qui est très important, et les patients se sentaient mieux avec les sous-macrolides. Un effet sur le score symptômes. Et un effet sur l'hyperréactivité. Donc, en résumé, l'effet macrolide sur le VMS n'était pas significatif sur cette méta-analyse, mais une augmentation significative du débit expiratoire de pointe sur 4 essais, une amélioration significative des scores de symptômes, de la qualité de vie et de l'hyperréactivité bronchique. Donc, les macrolides ont une certaine efficacité dans l'asthme. Après, on va venir un peu aux deux études qui ont fait changer l'approche du GINA pour les macrolides dans l'asthme. C'est cette étude-là belge qui était sortie en 2013. Alors, c'est une étude randomisée en double aveugle sur 26 semaines et 109 patients avaient reçu une faible dose
d'azithromycine 3 fois par semaine pendant 26 semaines. Et le critère principal d'évaluation était la survenue des exacerbations. Donc ça c'est le schéma un peu de l'étude. Alors il n'y avait pas d'effet sur les exacerbations quand on prenait tous les patients, mais quand on a étudié les sous-populations, il y avait un effet chez les non-éosinophiles. Donc, dont tu as parlé, Cyril, tout à l'heure, tu m'as vraiment tout préparé. Hein. Les non-éosinophiles, il y avait moins d'exacerbation dans cette sous-population. Et aussi, ils avaient retrouvé qu'il y avait une augmentation des résistances au streptocoque. Ils ont pris, je crois que c'était 23 patients, ils ont étudié AJ30 et AJ180, donc à la fin de l'étude. Mais après, cette résistance diminuait dans la période de recovery, les 4 semaines de suivi après, donc ils retrouvaient un peu presque leur niveau de résistance avant. Et aussi, d'un autre côté, ils ont trouvé sur ces patients qu'il y avait une baisse de la sérologie du chlamydia pneumoniae chez les patients sous azithromycine. Et donc, ça revient aussi à dire que le côté antibiotique des macrolides diminuait les exacerbations dans l'asthme en attaquant les germes qui favorisent les exacerbations. La deuxième étude est apparue 4 ans plus tard, en 2017. Alors, bien ça, c'est une étude australienne que vous connaissez tous, je pense, et qui a pris plus de patients avec une dose 2 fois plus importante, 500 mg, 3 fois par semaine, pendant 48 semaines. Donc plus de patients, plus longtemps, et une plus grande dose. Et le critère principal d'évaluation était la survenue, là encore, des exacerbations. Et là, donc, il y avait moins d'exacerbations, c'était clair. Ne t'endors pas, ne t'endors pas. C'est moi qui parle. Donc, il y avait plus d'exacerbations. Concentre-toi sur ton topo. Ben oui, mais mon topo, c'est toi. Donc, cette étude Amazès avait trouvé plus d'exacerbations chez toute la population, moins d'exacerbations, pardon, avec les macrolides. Mais quand ils regardent les sous-populations, ce qui était très intéressant, c'est que dans toutes les sous-populations, il y avait moins d'exacerbations, aussi bien dans le groupe non éosinophile que dans le groupe éosinophile. Donc le TH de T2 high et bas et low. Donc dans toutes les, et même dans ceux qui étaient des exacerbateurs fréquents. Donc l'azithromycine diminuait les exacerbations de l'asthme dans toutes les populations. Et là, donc, c'est le nombre d'exacerbations. Et ça, c'est le nombre. Alors, il diminuait la consommation en antibiotiques aussi. Ben, du moment qu'on donnait d'antibiotiques à toute l'année, donc on avait besoin de moins d'antibiotiques. Alors, quand on voit ces deux études, parmi ces deux études spécifiquement conçues pour déterminer une réduction de la fréquence d'exacerbation en réponse à l'azithromycine, l'essai Amazès, donc celui des Australiens, a démontré une réduction significative du taux d'exacerbation. Azisas n'a pas noté de différence significative, sauf quand on va à la sous-population non éosinophile. Entre les deux essais, il y avait une durée de traitement différente, 48 semaines versus 26 semaines, une dose double, et les populations étaient un peu différentes. Les populations étaient un peu différentes. Alors, dans l'Azisas, c'était des asthmes sévères, et dans les autres, c'est des asthmes mal équilibrés. La Mazès, c'était une proportion d'asthmatiques qui était mal équilibrée, sans être forcément toujours sévère. Et puis, les deux avaient une légère différence d'une exacerbation. Mais là, déjà, on voit que sur ces
3 études que j'ai montrées, que les macrolides sont efficaces dans l'asthme. Après, il faudrait savoir quelle dose, quelle durée. Alors, en regardant un peu dans l'étude selon le type d'inflammation, dans l'Azizas, donc l'étude belge, l'analyse de sous-groupe, je vous ai dit que les personnes souffrant d'asthme non eosinophile ont montré une réduction significative d'exacerbation en réponse au traitement par l'azithromycine. Dans la MASES, asthme eosinophile et asthme non eosinophile ont démontré une réduction d'exacerbation avec plus dans l'asthme non eosinophile que dans l'asthme eosinophile. Mais dans les deux, il y avait une réduction d'exacerbation. Et dans l'ensemble, ces preuves suggèrent que le traitement par macrolide peut varier dans son efficacité entre différents types d'asthme et que le bénéfice clinique peut être déterminé par plus que le type prédominant d'inflammation. Donc, les macrolides sont efficaces dans l'asthme au-delà de ce qu'avait dit Ali tout à l'heure. On y reviendra. Donc, les macrolides, je vous ai montré, je vous ai dit pourquoi on l'a essayé dans l'asthme. Je vous ai dit qu'il pouvait être efficace dans certains types d'asthme. Et maintenant, quand on va donner ces macrolides dans l'asthme, quelles sont les précautions qu'on devrait prendre? Alors, on aura des problèmes de tolérance. On sait tous que les macrolides font très mal au ventre, hein, surtout à forte dose. Il y a aussi des effets indésirables. Et puis, quand on va se mettre à donner un antibiotique au long cours, on va avoir l'apparition des résistances. Et c'est ce qui fait aussi beaucoup peur. Donc, les effets digestifs, vous les connaissez, vomissements, douleurs, diarrhée, etc. Il y a aussi une partie du microbiote intestinal qui va varier, qui va être déséquilibré. Et l'azithromycine, avec sa longue demi-vie, est aussi très impliquée dans ça. Ce qui fait le plus peur avec les macrolides, c'est les troubles cardiaques. C'est l'allongement de QT. Il y a un risque de torsade de pointe, de tachycardie ventriculaire et de fibrillation ventriculaire. Le risque le plus élevé est observé avec l'érythromycine, le plus faible avec l'azithromycine. Il convient de surveiller attentivement les patients présentant des troubles cardiaques, ainsi que ceux prenant des antiarythmiques ou des médicaments connus pour provoquer des interactions, tout en sachant que dans les 2 études, Azizas et Amazet, il n'y a eu aucune sortie d'études pour troubles cardiaques. Alors les autres, l'utilisation des macrolides est corrélée à une perte auditive neurosensorielle ou des acouphènes. La majorité des cas est réversible à l'arrêt du traitement, mais quelques cas entraînent une perte auditive neurosensorielle. Et là, je vais faire comme hier, hein, comme ceux qui ont fait hier. Je vais parler sous le contrôle de mon ORL préféré. Chez les femmes enceintes, l'érythromycine peut entraîner une hépatotoxicité. De plus, les macrolides augmentent le risque de sténose du pylore chez le nouveau-né. Donc voilà un peu les effets indésirables des macrolides qu'il faut avoir en conscience et dont il faut parler aux patients aussi. Et puis les résistances. Alors on s'est dit, si on donne des macrolides au long cours, il y a un risque de développer des résistances aux macrolides. Alors, cette étude-là, vous la trouvez aussi dans le GINA, c'est la 3e étude qui est dans la bibliographie du GINA en ce qui concerne l'utilisation des macrolides. Cette étude a montré qu'il y avait une augmentation des résistances quand on donne les macrolides au long cours. Donc cette étude avait pour but d'évaluer les effets de l'azithromycine sur le microbiote des voies respiratoires, l'abondance des pathogènes et le transport de gènes de résistance aux antibiotiques. Donc c'est par séquentage de l'ARN et une PCR quantitative. Et là, c'est un sous-groupe de la population d'Amazès qui a été étudié. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Que l'azithromycine n'a pas affecté la charge bactérienne totale dans les voies respiratoires inférieures, mais l'azithromycine a été associée à une diminution significative de la diversité totale des taxons. Il y a un déclin significatif d'espèces de l'Haemophilus influenzae, ce qui est une bonne chose en fin de compte.
mais une augmentation significative du portage de gènes résistants aux antibiotiques, notamment des gènes résistants aux macrolides et des gènes résistants à la tétracycline. Donc, voilà un peu le graphe que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous avez AJ30, une augmentation, AJ180, et puis après, ça descend un petit peu. Une réduction de 73 à 45% dans les 4 semaines de la fin d'étude. Donc, il y a un effet, mais qui est partiellement réversible. Dans l'étude Azizas, donc, dans cette étude, le microbiome oropharyngé, une multiplication par 5 du Streptococcus salivarus et diminution d'un autre germe par le traitement. Mais en fin de compte, l'azithromycine a peu d'impact sur le reste du microbiote, conformément à la microbiologie basée sur la culture. Le microbiote est déjà revenu à des niveaux de pré-traitement de 50% des participants à la fin de la période de sevrage. Donc en fin de compte, après la fin, on retrouve un peu les valeurs de base. Donc en résumé, sur les résistances, la thérapie chronique aux macrolides peut augmenter la résistance antimicrobienne. Il est difficile de savoir si cette augmentation est temporaire ou fluctuante, mais cela suggère qu'il faut une surveillance de la résistance aux antimicrobiens doit être faite. Alors, ce qui est préconisé, que si on a des résultats cliniques, on pourrait faire des fenêtres comme on fait quand on traite les dilatations de branches, donner une période, faire une fenêtre thérapeutique pour qu'ils retrouvent leur niveau de résistance et puis donner une deuxième période. Alors là, je vais aborder quand est-ce qu'on va donner les macrolides dans l'asthme. Et là, je vais un peu reprendre les diapos de Seali. Ben oui, hein. Mais tu m'as vraiment beaucoup facilité les choses. Alors, en fin de compte, est-ce qu'on va les donner dans l'asthme non contrôlé, dans l'asthme sévère? Est-ce qu'on doit faire l'endotype? Est-ce vraiment obligatoire? Il y a des certitudes et puis il y en a des pistes. Les certitudes, c'est que c'est moins coûteux que la thérapie ciblée, hein, macrolide, qu'on le veuille ou non. Hein. C'est, allez, nous, c'est 300 € par an si on donne de l'azithromycine, alors que les autres, c'est 300 € par 15 jours. Les pistes, est-ce que les macrolides seraient les médicaments des pays où la thérapie ciblée est peu accessible? Alors là, je reviens au GINA, la même plaque que Seali. Donc, comme a dit Seali, que c'était en tout petit ici, dans le step 5, il a dit que step 5 était différent, donc je reviens, c'est facile, donc je redis ce qu'il a dit. Donc, dans le step 5, l'azithromycine, c'est là, tout petit. En fin de compte, ajouter l'azithromycine, c'est dans les autres options pour contrôler moins de preuves d'efficacité et de sécurité. Donc, c'est vraiment là. Après avoir fait tout ça, on peut éventuellement proposer l'azithromycine. Maintenant, quand on s'intéresse à l'asthme difficile à traiter, donc le parti GINA, donc on est là. L'asthme difficile à traiter, la première étape, c'est confirmer. Après, on va chercher les facteurs. On va optimaliser le traitement, attendre 3 et 6 mois. Et là, après 3 et 6 mois, si on n'arrive pas à traiter cet asthme difficile à traiter, on va dire c'est un asthme sévère. Et c'est là que vont entrer les biothérapies dont a parlé Seali tout à l'heure. Donc, et là, on va faire le typage type 2 et non type 2. Type 2, c'est bien sûr, si on a accès, c'est les biothérapies. Et dans les non type 2, on a, entre autres, les faibles doses d'azithromycine. Mais quand on regarde ici,
quand on n'a pas une accessibilité ou la disponibilité du traitement, on peut considérer aussi l'azithromycine. Donc ça revient un peu les pays où on n'a pas en fin de compte l'accès à ce traitement. On a parlé des corticoïdes, dont a parlé Béchir tout à l'heure, et puis il y a l'azithromycine qui pourrait être aussi une alternative ici. Et puis quand on a fait la biothérapie, après on va évaluer cette biothérapie après quelques mois. Si on a un échec, une non-réponse à la biothérapie, et bien là encore, on peut proposer entre autres l'azithromycine. Donc quand on regarde bien, le GINA nous propose d'utiliser toujours l'azithromycine. Dans l'asthme difficile à traiter, chaque fois, donc si ce n'est pas un type 2, on peut l'utiliser. Si c'est un type 2 et qu'on n'ait pas la biothérapie, on peut l'utiliser. Si c'est un type 2 et qu'on a un échec de la biothérapie, on peut encore l'utiliser. Donc, en fin de compte, selon GINA, l'azithromycine dans l'asthme est une option au stade 5. Là, j'ai rien ajouté. Dans l'inflammation non type 2, là, j'ai rien ajouté. Dans l'inflammation de type 2, eh ben, si la thérapie biologique n'est pas accessible, si la thérapie biologique n'est pas disponible, et s'il n'y a pas de réponse à la thérapie biologique. Voilà. Donc je vais terminer sur comment prescrire les macrolides dans l'asthme. Alors, vous avez vu les deux études. Il y avait une étude qui avait montré, qui avait employé 250 mg 3 fois par semaine, et puis l'autre a employé 500 mg. Donc, avec ces deux études, le GINA a dit eh ben, il faut donner 500 mg 3 fois par semaine, mais prolongé, puisqu'on s'est rendu compte qu'il fallait au moins 6 mois pour que ce soit efficace. Donc, entre 6 mois et 12 mois minimum. Et puis, aussi, il faut une surveillance stricte, essentiellement cardiaque. Un électrocardiogramme avant le début du traitement. Si on a un QT corrigé qui est comment on dit, prolongé, allongé, voilà, qui est allongé, il y a une contre-indication au macrolide. Alors, si le patient a en même temps d'autres médicaments qui allongeraient le QT, il y a aussi contre-indication, faire très attention, parce que parfois, et tous les accidents se sont passés quand le patient prenait un autre médicament. C'est toujours la survenue de deux médicaments qui allongeraient le QT qui ont entraîné les problèmes. Il faut refaire un électro à 1 mois, et s'il s'allonge, il faut arrêter le traitement. Il faut faire une fonction hépatique de base, contrôler 1 mois de traitement, puis tous les 6 mois. On peut aussi surveiller les expectorations pour voir les mycobactéries, entre autres, atypiques, et pour voir aussi si on a des résistances qui apparaissent. Si le résultat clinique est atteint, on peut faire des interruptions de traitement pour diminuer un peu le risque de résistance. Donc, a-t-on standardisé la question que m'a posée c'est Ali? A-t-on standardisé, c'est toi qui as donné le titre, a-t-on standardisé l'approche thérapeutique? On cerne l'indication, les doses, la durée, les effets indésirables. Mais on a besoin de plus d'études d'asthme persistant mal contrôlé, prolongé, et ça nous amènerait à favoriser l'azithromycine dans les pays où les thérapies ciblées sont inaccessibles et ou indisponibles. Voilà, je vous remercie.